Il faut vraiment s'imaginer la scène, faire un véritable saut dans le temps pour se retrouver à Rochester, dans le nord de l'État de New York. Oui, le fameux hiver 2012. Exactement, le 19 janvier 2012. L'atmosphère dans ce tribunal fédéral des faillites, elle est d'une lourdeur insoutenable. En quelques secondes, il y a le marteau du juge qui s'abat. Et cet impact, il scelle la liquidation judiciaire de l'une des entreprises les plus emblématiques du XXe siècle, Kodak. C'est l'archétype absolu de l'effondrement industriel, quoi. C'est fou quand on y pense. L'action en bourse qui trônait à genre 80 $ dans les années 90, elle s'échange à cet instant précis pour la somme misérable de 95 cents. 95 cents, c'est une destruction de valeur monumentale. Et donc, à ce moment-là, tout le monde, les analystes, les médias, tout le monde signe l'acte de décès de cette épopée industrielle de 130 ans. On se dit tous que c'est fini de la plus pathétique des manières. Y compris dans les écoles de commerce, hein. C'est devenu le cas d'école incontournable, la définition même de l'échec face à la disruption technologique. Et c'est justement ce qui rend notre exploration d'aujourd'hui complètement vertigineuse. Parce que je suis ravie de plonger là-dedans avec toi. On s'appuie sur une enquête vraiment fascinante publiée par Block News en 2026. La grande enquête, ouais. Voilà, qu'on a recoupé avec des rapports financiers officiels de la SEC, les résultats du premier trimestre 2026. Et ces documents nous racontent une histoire. Mais alors, à des années-lumière de la version officielle de la mort de Kodak. C'est le moins qu'on puisse dire. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment, 14 ans après avoir été publiquement enterrée, cette même entreprise génère tranquillement 265 millions de dollars par trimestre. Ah ouais, et avec un cash impressionnant. Absolument, 299 millions en liquidité. Et surtout, comment elle innove dans un secteur que personne, mais vraiment personne, n'aurait associé à son nom. Et le tout dans une indifférence médiatique quasi totale, ce qui est quand même le plus dingue dans cette histoire. C'est ça. Donc, pour tous ceux qui cherchent à comprendre la résilience, que ce soit pour une boîte ou même au niveau personnel, c'est une mine d'or. Alors, décortiquons tout ça. Le point de départ, c'est cette fameuse chute. Le grand public a longtemps cru que Kodak avait été prise de court par une invention extérieure. Que quelqu'un d'autre avait inventé le numérique, ouais. Voilà. Sauf que l'ironie est cruelle. C'est carrément frustrant quand on lit les sources. Ah le poisis venait de l'intérieur, en fait, c'est ça le truc. Le premier appareil photo numérique au monde, il n'a pas été conçu dans un garage de la Silicon Valley. C'est Steven Sasson, non? Exactement. Steven Sasson en ingénieur de Kodak, dans leur propre labo, et ça dès 1975. 1975. Ouais, l'invention était là, fonctionnelle, brevetée, il l'avait entre les mains. C'est comme si, je sais pas, une compagnie de calèches au 19e siècle avait secrètement inventé le moteur à explosion, mais l'avait planqué dans un placard de peur que les gens n'achètent plus de chevaux. C'est la métaphore parfaite. C'est le fameux dilemme de l'innovateur. Plutôt que de développer le prototype, la direction a choisi de le cacher pour protéger sa vache à lait. La pellicule. La pellicule et les produits de développement. Les marges étaient tellement astronomiques qu'ils ne pouvaient tout simplement pas être rationnels face à l'avenir. Donc pendant que des boîtes comme Canon ou Sony s'emparaient du numérique et saturaient le marché, eux, ils s'accrochaient à un modèle économique qui était en fait déjà mort. Structurellement mort, oui. Et cette obstination, ça leur a coûté 90% de leur valorisation boursière entre l'an 2000 et 2012. Bon, arrive la faillite de 2012. Quand on a une hémorragie financière à ce stade, les pansements, ça suffit plus, faut amputer. Et l'amputation a été d'une brutalité inouïe. Les rapports de liquidation montrent qu'ils ont dû brader leurs joyaux et y vendre leurs brevets technologiques les plus prestigieux pour 525 millions de dollars. Un consortium de géants en plus. Apple, Google, Amazon, Microsoft. Ils se partagent l'Est. Mais du coup, en lisant ça, je me suis dit, si on vend la propriété intellectuelle de l'imagerie grand public, l'âme même de la marque, qu'est-ce qui reste à la fin ? Il reste la matière, l'infrastructure sous-jacente. C'est là que s'opère la transition invisible, entre 2012 et 2019. L'enquête Block News l'explique super bien. Ah oui, le fameux segment AMSC, c'est ça ? Advanced Materials and Chemicals. Ouais. Libérée des attentes irréalistes du marché de masse, la direction opère un pivot silencieux mais radical. Ils retournent à l'essence de leur science. La chimie pure. Exactement. La chimie, les matériaux avancés, les revêtements fonctionnels. En fait, ils acceptent de devenir invisibles, une boîte strictement B2B.
Il y a une vraie mort de l'ego de la marque là-dedans. C'est fascinant parce qu'il laisse tomber la lumière, le glamour de la photo, pour se concentrer sur la manipulation de la matière à l'échelle moléculaire. Et c'est justement cette expertise obscure en revêtement fonctionnel qui nous amène à la révélation la plus dingue des documents de 2026. Le moment où ça devient vraiment intéressant. Ah mais carrément, Kodak, la boîte de nos photos de vacances, consacre maintenant ses labos à la création de batteries de nouvelle génération. On parle de véhicules électriques et de stockage d'énergie massif. C'est le grand écart absolu sur le papier. Mais oui, les rapports de mars 2026 détaillent une plateforme technologique interne, Raicore, et un partenariat avec ATO Systems pour dominer la production d'électrodes. Les chimies LFP, NMC, LCO... Attends, on peut juste clarifier ces sigles pour que tout le monde suive? Bien sûr, ce sont les recettes chimiques de base des batteries de voitures électriques. Le LFP, lithium fer phosphate, c'est très sûr et durable. Le NMC, nickel manganèse cobalt, ça donne plus d'énergie pour les longues distances. D'accord. Et Kodak est en phase de test clinique dans une usine reconfigurée pour ça. Mais comment on passe de la pellicule photo aux batteries de voiture? Ça a l'air de, je sais pas, lancer des fléchettes au hasard sur une carte des industries qui rapporte. C'est vrai que ça paraît absurde, mais si on relie ça à une perspective plus large, au niveau du procédé de fabrication, c'est le même défi physique? C'est-à-dire? L'induction, c'est ça? Oui. Fabriquer une pellicule photo couleur, ça exigeait de déposer des dizaines de couches de produits chimiques ultra fines sans la moindre impureté. Sur des kilomètres de plastique à des vitesses folles, j'imagine. Exactement, avec une épaisseur parfaitement uniforme. Eh ben, dans l'industrie des batteries, le grand défi technique, c'est l'induction de la cathode. Il faut déposer une pâte chimique complexe sur des feuilles métalliques avec une précision nanométrique. Ah! Parce que si c'est mal appliqué, la batterie perd en capacité, ou pire, elle prend feu, non? Voilà, les fameuses dendrites. Cette exigence de régularité extrême, Kodak l'a perfectionnée pendant plus d'1 siècle. Le savoir-faire mécanique et chimique, il n'a pas bougé d'1 millimètre. C'est incroyable. Ils ont juste changé la pâte qu'ils étalent sur le support. C'est exactement ça. Ils ont pris leur moteur scientifique historique et l'ont branché sur la transition énergétique. C'est brillant. Mais du coup, en lisant le rapport trimestriel de 2026 sur ce segment, je m'attendais à voir qu'ils avaient complètement renié leur passé cinématographique. Sauf que il y a ce paradoxe de Hollywood. Ah oui, la résistance culturelle. Oui, l'enquête en parle longuement. Alors que tout le monde est passé au numérique, au smartphone, à la 8K, l'élite de Hollywood fait de la résistance. Christopher Nolan, Tarantino, Adam McKay. Voilà. Ils exigent de filmer leur superproduction sur de la véritable pellicule Kodak. Le grain, la texture émotionnelle de la chimie, les algorithmes galèrent toujours à imiter ça parfaitement. Et c'est loin d'être juste une lubie d'artistes nostalgiques. C'est un marché premium très lucratif. C'est ce que disent les chiffres. Ce segment a rapporté 76 millions de dollars pour le premier trimestre 2026, avec une croissance de 3%. En gros, ils ont abandonné la photo de masse pour avoir un monopole de luxe. C'est d'un pragmatisme redoutable. Cette rente hollywoodienne finance en partie les investissements colossaux nécessaires pour les batteries vertes. Et c'est ce mélange bizarre entre le vieil Hollywood et la tech verte qui donne des bilans comptables aussi complexes à lire. Ouais, alors là, parlons-en de ces bilans, parce que ça demande de s'accrocher un peu. Les bonnes nouvelles d'abord. 265 millions de dollars de revenus, en hausse de 7%. Troisième trimestre consécutif de croissance. Et un EBITDA opérationnel à 15 millions de dollars. Multiplié par 7,5 par rapport à 2025. Ce qui montre que la machine génère vraiment du cash au quotidien. Mais, et c'est là que j'ai bloqué la première fois, on lit la ligne finale du bilan GAAP validé par la SEC et on voit une perte nette de 16 millions de dollars. Ah, la fameuse ligne rouge. Attends, on parle de résurrection, d'EBITDA explosif, de quasiment 300 millions en banque et ils affichent 16 millions de pertes. Comment c'est possible? C'est là qu'il faut plonger dans l'aridité de la comptabilité américaine. Cette perte, elle est en grande partie un fantôme. Un fantôme comptable? Ouais. Sur ces 16 millions de pertes, 12 millions correspondent à une charge non cash. C'est lié à des dérivés financiers hérités de la faillite. D'accord. Donc c'est pas de l'argent qui sort physiquement des caisses? Non, pas du tout. Quand on sort d'une faillite comme celle de 2012, les dettes sont souvent converties en instruments financiers complexes pour les anciens créanciers. Et la SEC oblige à réévaluer la valeur de ces instruments chaque trimestre. Ah, donc si le marché bouge, ils doivent inscrire une perte théorique sur le papier. Voilà, c'est juste une écriture. Opérationnellement, la machine gagne de l'argent. Bon, il y a encore un ratio d'endettement de 2,6, ce qui n'est pas rien, mais la trésorerie est sécurisée. D'accord. Donc on a une boîte avec des revenus qui montent, une technologie incroyable pour les batteries, du cash,
Et pourtant, en avril 2026, l'action boursière stagne lamentablement autour de 11,31 $, dans une indifférence presque totale. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Ça soulève une question hyper importante sur la psychologie des marchés financiers en fait. Pourquoi ce silence? Il y a deux forces qui maintiennent Kodak dans l'ombre. La première, je parie que c'est le traumatisme. L'aversion à la perte, exactement. Les investisseurs ont une mémoire d'éléphant pour la destruction de capital. Tous ceux qui ont vu l'action s'effondrer dans les années 2000, ils refusent d'octroyer le moindre bénéfice du doute à ce nom. C'est un plafond de verre psychologique. Ils se sont tellement brûlés les doigts qu'ils refusent de s'approcher à nouveau, même si la boîte fait maintenant des moteurs verts. C'est humain, tu vois. On a du mal à réviser son jugement sur un perdant historique. Mais le deuxième frein, et l'enquête Block News insiste pas mal dessus, c'est le manque de storytelling. Ah bah c'est sûr que la chimie B2B, c'est moins sexy que le Web 3. Wall Street, aujourd'hui, est obnubilé par les narratifs grandioses. Les cryptos, la finance décentralisée, les startups qui vendent du vent mais avec un super pitch. Face à ça, vendre des revêtements polymères à l'industrie pharmaceutique ou des cathodes pour des batteries, c'est pas très photogénique. C'est le prix à payer pour avoir choisi la réalité opérationnelle plutôt que le buzz. C'est pour ça que Block News leur donne une note de résurrection de 7 sur 10. Pas 10, à cause de cette incapacité à faire rêver les marchés. Exactement. Le contraste est fou. Le marché va valoriser des milliards une boîte qui brûle du cash juste parce que l'histoire est belle et va ignorer une industrie solide qui fait un quart de milliard de chiffre d'affaires. Juste parce que ça tient pas dans un tweet. Voilà. Eh ben, si on fait la synthèse de cette exploration, la leçon est vraiment limpide. Survivre à la disruption, ça veut pas forcément dire enfiler une armure pour se battre sur la place publique. Non, parfois, la vraie agilité, c'est d'accepter la défaite de son image publique, de se retirer des projecteurs. C'est exactement ça. Ils ont détaché leur avenir de l'appareil photo pour isoler la compétence brute, la maîtrise des matériaux avancés et l'appliquer là où le monde en a un besoin vital, comme les batteries. Dans l'anonymat total de la chaîne d'approvisionnement. Et ça, je trouve que ça ouvre sur une réflexion qui dépasse largement l'économie. Si une multinationale historique a pu découvrir que sa survie passait par une compétence totalement invisible, plutôt que par l'étiquette qu'on lui avait collée, On peut se poser la question pour nous-mêmes. oui, Quelles sont nos propres compétences invisibles? ces trucs qu'on maîtrise silencieusement mais qu'on ignore peut-être, juste parce qu'on est trop attaché au rôle que la société attend de nous. Ça donne matière à réfléchir pour ceux qui nous écoutent. Absolument. Une belle leçon de réinvention.